Le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Martine Aubry sous la pression de ses camarades socialistes, mais elle ne dit toujours pas quelles sont ses intentions. Son rôle est d'être candidate, insistent notamment Henri Emmanuelli ou Claude Barthelone. Fermeté affichée du gouvernement, y compris devant sa majorité. Pas question de renoncer à supprimer les panneaux prévenant de la présence de radars. Les manuscrits inédits de Robespierre resteront dans le domaine public. L'État les préempte pour plus de 900 000 €. La réaction tout à l'heure du sénateur communiste Jack Ralite qui s'est beaucoup engagé pour ces manuscrits inédits. Avec nous également Jean-Marie Colombani sur la nouvelle donne politique en France, qui découle de l'affaire DSK bien sûr. Et puis l'avis du sociologue des médias Dominique Volton. C'est un autre aspect de la justice américaine, avec l'exposition médiatique du suspect entre deux policiers, comme on l'a vu, la guerre des avocats, où tout est permis. Les défenseurs de Dominique Strauss-Kahn et ceux de la jeune femme de chambre du Sofitel préparent activement leur stratégie. Aurélien Romano. C'est par voie de presse que les deux parties s'engagent dans la bataille. L'avocat de la victime présumée rejette aujourd'hui vigoureusement toute idée de consentement dans ce qui s'est passé dans la suite 2806 du Sofitel de New York. Une déclaration en forme de réponse à ce qui pourrait être la ligne de défense de Dominique Strauss-Kahn. Un journal américain avait hier cité une source proche des avocats DSK affirmant le consentement de la jeune femme. Cette joute entre les avocats ne fait que commencer. Pour le moment, la défense n'a pas accès au dossier. D'ici à vendredi, le sort de DSK est entre les mains d'un grand jury constitué de 16 à 23 membres tirés au sort et qui se réunissent à huis clos. La mission de ce grand jury est double. Valider les chefs d'inculpation qui pèsent sur l'accusé et décider du renvoi du dossier devant un tribunal. C'est à ce moment que Dominique Strauss-Kahn pourra être officiellement inculpé, un moment clé pour ses avocats. À partir du moment où il est renvoyé, c'est là où ses avocats auront accès au dossier du procureur pour essayer de comprendre quels sont les éléments scientifiques objectifs qui corrobore le témoignage de la plaignante. Deuxième étape vendredi, Dominique Strauss-Kahn devrait se voir signifier son inculpation officielle et la date d'un procès pourra être fixée. Dans ce cas, un nouveau juge sera nommé ainsi que 12 jurés. S'engage alors une procédure qui peut prendre de 3 à 6 mois. Mais cette procédure peut s'arrêter à tout moment si DSK décide de plaider coupable afin d'aboutir à un arrangement. Aux États-Unis, la grande majorité des procès se terminent par un plaidé coupable. Jean-François Copé oppose la retenue de l'UMP sur DSK aux propos de haine, dit-il, sur Éric Woerth ou encore Michel Alliot-Marie. La réaction du porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, invité de l'émission Preuve par 3. Souvenez-vous que nous posions des questions, que M. Woerth avait menti devant l'Assemblée nationale, que Mme Alliot-Marie avait elle-même menti, et qu'au bout du compte, dans ces affaires, quand nous posions des questions et qu'on refusait de nous répondre, on était dans le déni, soi-disant dans la chasse à l'homme, le lynchage, l'acharnement, etc., qu'on associait d'ailleurs les médias aux socialistes dans cette affaire. Nous nous sommes contentés de faire ça pour démontrer ensuite que manifestement il y avait un problème au point que M. Woerth soit écarté du gouvernement par M. Sarkozy. Benoît Hamon à suivre ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Donc pour le député socialiste Claude Barthelone, Martine Aubry incarne la légitimité permettant d'éviter une primaire qui pourrait, selon Claude Barthelone, être un handicap. Fermeté du gouvernement face à sa majorité sur la question des radars. Pas question, de renoncer à supprimer les panneaux signalant leur présence sur les routes. Patrick Jean-Pierre. Le gouvernement n'a pas cédé. Les panneaux prévenant de la présence de radars fixes seront bel et bien supprimés. Claude Guéant l'a confirmé ce matin en dépit de la grogne des députés de sa majorité. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'abord de sauver des vies et certainement pas d'embêter les gens. La fermeté du gouvernement est loin de convaincre. Certains parlementaires doutent toujours des mesures annoncées. Les mesures qui ont été prises, je m'excuse, sont des mesures technocratique et d'enlever les panneaux, c'est pas ça qui va régler les problèmes. Sur le terrain, automobilistes, motards, fabricants et utilisateurs de détecteurs de radars se mobilisent. Plusieurs centaines de manifestants se sont déplacés ce matin à Paris. Ils ne comprennent pas la finalité du retrait des panneaux avertisseurs de radars. Il faudrait expliquer pourquoi il y a quelques années c'était de la prévention et aujourd'hui ce n'est plus de la prévention. Reste que les chiffres du nombre de morts sur la route sont repartis à la hausse cette année. Au cours du premier trimestre, 912 personnes ont été tuées contre 827 l'année dernière à la même période.
Question, les mineurs sont-ils des délinquants comme les autres? C'est la question que pose la réforme de la justice des mineurs qui est en débat aujourd'hui au Sénat, contestée dans son projet. Le gouvernement met en avant l'évolution de la société depuis les sacro-saintes ordonnances de 1945. Fabrice Cunet. Exercice délicat pour le rapporteur du texte au Sénat. Cette nouvelle réforme de la justice des mineurs fait débat, critiquée au sein même de la majorité, rejetée par le monde associatif et judiciaire. Le projet a fait l'objet de multiples modifications en commission. Exemple, sur la création d'un tribunal correctionnel chargé de juger les récidivistes de 16 à 18 ans. La commission des lois a pris les précautions pour que le tribunal correctionnel pour mineurs soit présidé par un juge des enfants, que la procédure qui s'y appliquera soit une procédure spécifique aux mineurs. Donc je pense que vraiment on est totalement dans les clous de l'esprit de l'ordonnance de 45 sur la protection des mineurs. Certaines mesures inquiètent. Le texte prévoit par exemple un enfermement possible dès la première infraction. Si on va trop loin dans le tout judiciaire pour des jeunes délinquants, pour des primo-délinquants ou des jeunes qui ne sont pas encore entrés dans la délinquance mais qui ont quelques déviances avec la loi, oui, il faut s'en inquiéter. Et l'idée du gouvernement est simple, accélérer la procédure de poursuite et durcir le ton avec les mineurs délinquants. Trop pour l'opposition. Il y a certes le problème de la sanction, ça il ne faut pas le nier, il faut qu'elle intervienne suffisamment tôt, mais il faut surtout avoir la préoccupation de la réinsertion, au fond de l'éducation de ces enfants. Or le texte là-dessus marque plusieurs reculs. Au-delà des mesures, le texte relance une nouvelle fois le débat autour de l'âge auquel le délinquant sort du cadre spécifique de la justice des mineurs. 18 ans, 16 ans, cette réforme ne tranche pas encore, mais donne des indices sur les intentions du gouvernement. Bonsoir Catherine Sultan. Bonsoir. Vous présidez l'association des magistrats de la jeunesse et vous êtes vous-même présidente de tribunal tribunal pour enfants à Créteil. Voilà. Il est vrai que les mineurs de 2011 ne sont plus les mêmes que ceux de l'après-guerre. Les adultes de 2011 ne sont pas les mêmes que ceux de l'après-guerre. Il est quand même dommage de voir qu'aujourd'hui, on est en train d'adopter une réforme qui fait que ces adultes-là sont en train de renoncer à leurs responsabilités à l'égard des plus jeunes. C'est ça le problème. Et ce que je voudrais souligner aussi d'abord, c'est que dans l'indifférence générale, puisque là nous en parlons, mais on en parle très peu en ce moment, et dans la précipitation, on est en train de bouleverser totalement le droit pénal des mineurs et d'adopter des réformes dont on n'a jamais débattu et qui transforment totalement les choses, qui cassent ce qui marche, ce qui fonctionne. On a entendu le sénateur UMP Jean-René Le Serre qui dit non, pas du tout, on reste parfaitement dans les clous des fameuses ordonnances de la libération. Ce qu'il veut dire, on reste dans les clous des exigences, dans les clous formels de ce qui pourrait répondre aux exigences du Conseil constitutionnel qui a censuré le 10 mars dernier la quasi-totalité des réformes qui avaient été proposées dans le cadre de l'OPSI 2. Donc on met un habillage éducatif, mais on n'est que dans l'habillage. Alors selon vous, en quoi C'est-à-dire que là, on nous dit, on va juger des mineurs comme des majeurs, avec juste un vernis éducatif en tous les cas, par des juges pour adultes. Selon la même forme que les juges pour adultes, cette justice des majeurs, qui est cette justice de comparution immédiate, qui est une justice d'abattage, qui est critiquée partout. Donc qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la réponse concernant les mineurs? On la rapproche de la justice des majeurs, celle qui est critiquée. Alors il faut préciser qu'a priori, seuls les récidivistes seraient concernés. C'est faux. C'est faux, puisque maintenant, seuls les récidivistes, ce qui arrivera très vite, ce qui peut arriver très facilement, passeront devant le tribunal correctionnel pour mineurs, mais les mineurs, dès l'âge de 13 ans, seront attraits devant le tribunal pour enfants, sans procédure préalable, sans ce qui fait la force du travail du juge des enfants, c'est-à-dire ce travail avant le jugement, qui fait qu'on va dire à un jeune, vous vous expliquez par rapport à ce que vous faites, et nous, on va mettre en œuvre les moyens, on va vous tester, pour que vous, dans le cadre d'une forme de mise à l'épreuve, vous puissiez montrer que vous avez changé. Alors, cette période est terminée. Là, on prend des mesures qui se veulent fortes, mais qui en fait traduisent un renoncement de la société de parvenir à l'insertion des mineurs en difficulté. Alors on voit la violence souvent extrême des mineurs, vous la constatez tous les jours dans votre tribunal. Est-ce que parfois vous vous sentez démunis ? Je pense que la délinquance des mineurs est un problème grave. C'est pour ça que je suis juge des enfants et qu'il faut lui apporter des réponses à la hauteur. Et là, ce qu'on nous propose, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est juger d'une manière précipitée pour après laisser un adolescent seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait sa peine, puisque le but c'est que les peines arrivent plus rapides, après c'est terminé.
Alors que nous sommes beaucoup plus exigeants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un jeune qui commet un délit puisse rencontrer un juge des enfants dans un délai extrêmement rapide, que des mesures rapides soient prises, des mesures éducatives ou des mesures répressives quand ça s'impose, et qu'il y ait un délai avant le jugement pour que le jugement vienne sanctionner une évolution, un parcours, et qu'on puisse tenir compte de la diversité de la délinquance des mineurs, puisqu'elle n'est pas assimilable dans son fondement à la délinquance des majeurs. L'objectif de cette réforme que vous contestez est de faire reculer la délinquance. Est-ce que le but peut être atteint selon vous? Certainement pas. Je pense que ce sera exactement le contraire, puisqu'on revient, le tribunal correctionnel tel qu'il est créé aujourd'hui nous ramène à 1912, le tribunal pour enfants et adolescents qui avait été créé à cette époque-là. Merci Catherine Sultan d'avoir apporté votre témoignage, donc, puisque vous vous plaignez d'une réforme débattue à la hâte et sans même avoir été entendue. C'est la procédure d'urgence. Il n'y a eu aucune audition, si ce n'est dans le cadre de ce travail. Merci encore une fois d'être venu aujourd'hui parmi nous. Syrie, notez que les États-Unis avertissent le président Assad qu'il doit diriger la transition ou s'en aller. Le couvre-feu, encore en vigueur à Tunis, sera levé ce soir. Il avait été rétabli de manière allégée à la suite de différents pillages il y a quelques semaines. Le Premier ministre tunisien, M. Esbessi, est à Paris en ce moment pour une série d'entretiens avec François Fillon hier, Nicolas Sarkozy aujourd'hui et Gérard Larcher. On le voit sur ces images. Il est là à l'invitation de la France, donc, puisque la Tunisie participera, on le sait, au G8 à la fin du mois. Malaise aujourd'hui sur la Croisette où le réalisateur danois Lars von Trier a déclaré comprendre Hitler. Il n'est pas vraiment un brave type, mais je sympathise un peu avec lui. Autre phrase, je suis avec les Juifs, bien sûr, mais pas trop parce qu'Israël fait vraiment chier. Voilà, déclaration du réalisateur qui répondait lors d'une conférence de presse à une question d'un journaliste sur ses origines allemandes. Ensuite, notons-le, dans un communiqué, Lars von Trier s'est excusé. Il se défend d'être antisémite ou nazi. La suite du 19h, la nouvelle donne politique en France pour Nicolas Sarkozy, pour le Parti socialiste aussi, avec Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie Colombani, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Slate.fr, vous dirigez également slateafrique.com. C'est très important parce que vous publiez des informations en provenance notamment de New York, du Bronx, de Harlem aussi. Et de la famille de la présumée victime. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette famille? Non, rien, que c'est une famille qui est évidemment sous le choc et qui veut faire savoir son point de vue, c'est-à-dire que la victime est bien une victime. Alors votre réaction d'abord à cette révélation, hébétée comme nous tous j'imagine, que vous avez appris ce qui s'est passé ce week-end pour Dominique Strauss-Kahn à New York, de la tristesse à la possible colère envers lui, écrivez-vous dans Challenge cette semaine. Oui, la tristesse elle est évidente parce que c'est un gâchis invraisemblable compte tenu de ce qu'est Dominique Strauss-Kahn, de ce qu'il a montré par le passé au bénéfice de la France, de ce qu'il était en train de montrer aujourd'hui au FMI et de ce qu'il s'apprêtait ou souhaitait montrer dans une phase ultérieure s'il avait été candidat. Donc c'est un gâchis absolument extravagant. La colère peut venir si il s'avère qu'il est coupable des crimes qui lui sont à ce stade reprochés. S'il était en effet coupable, alors je pense que le sentiment de compassion qu'il peut y avoir à son bénéfice, le choc qu'il y a eu aussi à la vision de ces images absolument terribles et qui ont choqué profondément la France parce qu'on a eu le sentiment de quelqu'un, on va parler tout à l'heure de Robespierre, mais qui était conduit à l'échafaud sans jugement. Puisqu'il était là. C'est le lot commun de toutes les personnes interpellées aux États-Unis. Mais c'est une procédure que l'on ne connaissait qu'à travers des séries télévisées et dont on n'avait pas vécu la vérité vraie et brutale, avec toute cette mise en scène organisée d'ailleurs, et qui est classique aux États-Unis, où il y a un chemin entre la sortie de la police ou du tribunal et la voiture qui va vous conduire éventuellement en prison, un chemin pour les caméras, des micros pour le procureur, pour etc. Et c'est une mise en scène d'exemple. Oui, absolument, absolument. Et donc ça a été un choc terrible. Ça peut se muer en colère si la justice et la police américaine font la preuve ou si Dominique Strauss-Kahn n'arrive pas à faire valoir une vérité qui soit différente et qui ferait de lui un innocent. Quand même, est-ce que la colère n'est pas déjà là ?
Je ne crois pas. Dans ce que l'on sait des faits, même si on ne connaît pas toute la vérité, honnêtement, on ne sait pas. Mais enfin... Par définition, on ne connaît que l'accusation, on ne sait pas ce qu'il y aura en face dans la défense. Et vous le disiez vous-même tout à l'heure, le feuilleton judiciaire américain est un feuilleton terrible parce que c'est parole contre parole, preuve contre preuve, ce sont des batailles d'avocats terribles, etc. On redoute que cette jeune femme démunie soit laminée justement par la partie adverse qui bénéficie des plus grands avocats. En même temps, payer les détectives. En même temps, c'est le problème inverse qui est pour la dénigrer. Pour le moment, c'est le problème inverse qui est sous nos yeux. D'accord. Voilà. Question qui se pose aujourd'hui, bien sûr, Jean-Marie Colombani. Après le forfait évident, forcé de DSK, qui peut sauver le Parti socialiste ? Le Parti socialiste, d'abord, doit se sauver lui-même en ordonnant sa primaire, en faisant en sorte que la primaire soit une occasion pour le Parti socialiste de montrer qu'il y a d'autres leaders. Et il y avait d'ailleurs compétition. Et que dans cette compétition, il y a des gens qui peuvent parfaitement incarner ce que doit incarner la gauche dans la prochaine élection présidentielle, avec le risque que les choses s'ordonnent mal. On voit bien aujourd'hui s'organiser à l'intérieur du Parti socialiste un tout sauf Hollande, qui est dangereux. Parce que pour le moment, aux yeux des Français, François Hollande n'est pas mal placé. Et si le débat s'ordonnait de cette façon, je crains que les Français ne jugent sévèrement à ce moment-là. Pourquoi ce rejet au sein du parti de François Hollande? S'il séduit tant que ça les Français. Là, pour le coup, on est dans une bataille où entre beaucoup le fait que François Hollande a dirigé pendant 10 ans et que diriger pendant 10 ans, ça vous crée beaucoup d'ennemis, nécessairement, je pense. Donc, enfin, les risques sont évidents pour le Parti socialiste. Mais les risques existent aussi pour la droite de surexploiter. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans la période que nous venons de vivre, il y a eu un premier moment où, disons, les commentaires ont été mesurés, les attitudes... Bon. Le temps s'est un peu durci. Puis on a vu, après la diffusion des images et le choc que ça a provoqué de voir Dominique Strauss-Kahn dans cette situation, on a senti quand même qu'il y avait un mouvement de sympathie autour de lui. Et là, on a vu les orateurs de la droite monter au créneau, notamment le Premier ministre, pour rappeler que si Dominique Strauss-Kahn était coupable, ce serait très grave, en effet, puisqu'il est soupçonné d'un certain nombre de crimes. Et donc on a vu au contraire la droite à l'offensive. Et je pense que si la droite poussait trop loin cette offensive, ça serait porté à son débit et la tentation existe manifestement. Néanmoins, aujourd'hui, on peut dire que Nicolas Sarkozy a peut-être un nouvel espoir, ou que l'espoir est revenu dans son camp. Oui. Prudence, là encore, prudence. Prudence, oui, absolument. Parce que, en termes de stratégie, si vous voulez, d'abord, je ne pense pas que Dominique Strauss-Kahn était nécessairement l'adversaire le plus coriace pour Nicolas Sarkozy. Parce que je pense qu'il y avait toute une partie de la critique qu'une partie de l'opinion et des Français peuvent adresser à Nicolas Sarkozy qui tombait avec la présence de Dominique Strauss-Kahn. Pour parler clair, Dominique Strauss-Kahn ne pouvait pas dire les yeux dans les yeux à Nicolas Sarkozy, vous êtes le président des riches. François Hollande peut le dire. Martine Aubry peut le dire. Donc il n'était pas nécessairement le mieux placé. Donc, et puis d'autre part, le retrait alors pour le coup de Dominique Strauss-Kahn rouvre le champ au centre. Et on l'oublie toujours parce que la droite actuelle, le gouvernement actuel est polarisé sur les voix de l'extrême droite et sur l'extrême droite. Mais quand on regarde la totalisation des candidatures qui peuvent se situer au centre, on est nettement au-dessus de 20%. Donc ce sera évidemment un électorat décisif. Pour une bonne part, cet électorat aurait été tenté par Dominique Strauss-Kahn. Il n'est plus là, il sera tenté peut-être par un Jean-Louis Borloo ou par d'autres personnalités. Donc avec le risque d'un nouveau 21 avril, peut-être avec le risque pour Nicolas Sarkozy de disperser en effet ses forces à l'excès au premier tour, et une chose qui pourrait le mettre en posture difficile. Donc c'est pas une bonne nouvelle comme on pourrait le croire d'une façon assez, j'allais dire, simpliste. D'accord. Effectivement, Dominique Volton nous a rejoint, directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, puisqu'on va parler un peu de l'interrogation à laquelle nous poussent d'ailleurs les médias anglo-saxons. Est-ce que la presse française, Jean-Marie Colombani aura un mot à dire là-dessus, est-ce que la presse française doit faire son autocritique, puisque paraît-il, pour reprendre la une de François ce matin, elle savait tout? Non, d'abord, il faut se rappeler constamment que les traditions culturelles sont différentes d'un pays à l'autre. C'est pas parce que les outils sont les mêmes, que le métier est le même, que la presse américaine ressemble à la presse italienne, chinoise, anglaise, etc. Donc, il y a une tradition de presse américaine qui ne respecte pas la frontière publique-privée, qui va très loin, qui considère qu'elle est un quatrième pouvoir, ce qui, pour nous, est inconcevable.
qui considère qu'elle est au-dessus de tous les pouvoirs, etc., etc. Et donc, par conséquent, nous, au contraire, en Europe et notamment en France, on considère que la frontière publique-privée est fondamentale et que donc, par conséquent, nous devons la préserver d'une manière ou d'une autre. Donc, on est dans un conflit culturel assez violent, à caractère politique au sens... On l'a déjà vu, les Américains ne comprennent pas très bien la mentalité française et sa culture et son rapport aux politiques. Si vous voulez, donc, par conséquent, nous, on considère que tant qu'il n'y a pas de fait avéré passé par la justice, on a le droit d'évaluer ce qui est le public du privé. Par contre, là où il y a un autre problème qui se pose, mais qui n'est pas spécifique à la presse française, c'est que c'est vrai, au-delà de la question des mœurs, l'élite de la presse française a des relations très poussées avec le pouvoir politique, le pouvoir économique, et du point de vue des citoyens, ça pose un vrai problème, disons, d'amalgame. Mais ce problème-là, il n'est pas spécifique. Si vous jetez une pierre dans le jardin de Jean-Marie Colombani, quand vous parlez d'une élite journalistique... Non, je dis élite parce qu'il faut trouver un mot comme ça. Là, vous parlez quoi? Des grands éditorialistes? Dans tous les pays du monde, il y a un problème qui est en train de monter, c'est la colère du public vis-à-vis de l'élite journalistique, qui a évidemment, par sa profession, son comportement, sa culture, des relations avec les puissances économiques, financières et politiques. Trop de bienveillance, trop de proximité avec les puissants. Mais ça, c'est pas un problème qui est du tout spécifique à la France. Donc, il faut arriver à réassurer la posture un peu plus indépendante des médias. Et c'est pas facile, compte tenu de la puissance économique, par rapport. Mais sur les mœurs, si on vient sur l'affaire, moi, je crois qu'on est dans un vrai conflit culturel. Il n'y a pas de leçon à recevoir des médias américains par rapport au comportement. Et là, il faudrait avoir le courage d'écouter. Nous avons deux conceptions différentes de la liberté individuelle, deux traditions politiques. On peut en débattre. Parfois, c'est des inconvénients de la situation française. Parfois, c'est des avantages. Mais on ne peut pas dire d'un seul coup et rapidement, la presse américaine est en avance sur nous du point de vue de sa conception de liberté. Et la presse française serait un peu archaïque, soumise aux pressions et au pouvoir. Parce qu'on peut trouver des dizaines d'exemples dans l'histoire de la presse américaine où vous avez eu une collusion qu'on nous reproche aujourd'hui, vous voyez. Donc je pense que c'est très important de souligner ce paradoxe suivant. Nous avons une mondialisation de l'information. Nous avons une information qui va de plus en plus vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Et donc, par conséquent, les stéréotypes ressortent. Et les stéréotypes, c'est que les Français sont tous des gens faciles au lit et que la presse défend ça. D'accord. Attention, ça fait partie aux leçons qui viennent de l'étranger. En matière de presse aussi. Jean-Marie Colombani, vous êtes d'accord? Non, mais à la fois, cette idée de collusion est absurde parce qu'elle est tout aussi vraie aux États-Unis. Je veux dire, les journalistes accrédités à la Maison-Blanche ont une proximité avec la Maison-Blanche qui est égale, sinon supérieure à la proximité des journalistes qui couvrent l'Élysée, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que le critère discriminant, c'est que la vie privée aux États-Unis fait partie du débat public. Alors qu'en France, la vie privée est un domaine dans lequel, théoriquement, on n'entre pas, sauf crime ou délit, bien évidemment. Et si on est dans une situation de crime ou délit, ce qui vaut évidemment aux États-Unis vaudrait en France de la même façon. Très bien. Juste un mot. La question de fond qui est posée derrière, c'est jusqu'où la démocratie, c'est un peu plus de transparence, et à partir de quand c'est une illusion de transparence. C'est-à-dire qu'à s'imaginer que tout ce qui est public doit être sur la place publique, ça pose un vrai problème. La naissance de l'espace privé, c'est une conquête politique à partir du XVIIe siècle, donc par conséquent, ne l'oublions pas. On n'oublie pas. Allez, on va parler de Robespierre et j'ai des acquis de la Révolution maintenant pour cette dernière page. Ou des travers de la Révolution. Certains travers. Ça a coûté cher en tout cas. Ça a coûté cher en vie humaine. Les manuscrits de Robespierre, donc, qui resteront en France après la préemption de l'État. On en parle avec Jack Ralit juste après ce reportage sur ce fait du jour de Marie Chambrial. Adjugé à plus de 900 000 €. Les enchères sont montées très haut cet après-midi à Sotheby's pour la vente des manuscrits de Robespierre. Des lettres, des articles, mais surtout des brouillons de discours du chef des Jacobins, et en particulier celui du 8 Thermidor en 2, prononcé 2 jours avant sa mort. Ce sont en tout 116 pages qui témoignent d'une partie cruciale de l'histoire de France. Ces discours étaient toujours lus à l'Assemblée ou aux Jacobins, parce qu'on ne pouvait pas improviser. Et donc, si vous voulez, leur rédaction est très importante parce que vous avez les ratures, les ajouts, les hésitations. Et donc ça nous permet de comprendre l'élaboration de la pensée politique, si vous voulez. Plusieurs associations et partis politiques s'étaient d'ailleurs mobilisés pour que ces documents inédits restent dans le patrimoine français. Leur demande a été entendue. Ce trésor historique revient finalement à l'État qui a fait valoir son droit de préemption.
Ils seront déposés pour partie aux Archives nationales, probablement aussi pour partie à l'Assemblée nationale, car il y a certaines pièces qui correspondent vraiment à l'histoire de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on fera certainement cette répartition des fonds, sachant qu'évidemment l'ensemble sera numérisé et accessible en ligne pour tous les chercheurs ou tous les citoyens curieux de découvrir ces correspondances. L'État a maintenant 15 jours pour confirmer sa préemption auprès de la salle des ventes. Le 12 mai dernier, il s'était déjà porté acquéreur d'un manuscrit de l'incorruptible théoricien de la terreur. Bonsoir Jacques Ralite, vous êtes satisfait, heureux ce soir donc? Oui, effectivement, heureux. Vous étiez mobilisé? Oui, comme pas mal de personnes, puisque si on regarde les tribunes dans les journaux, les historiens, quel que soit d'ailleurs leur engagement, on dit il faut acquérir ces papiers. Et puis la Société des études robespierristes a lancé une souscription et ce soir son secrétaire, qui était aux enchères, a annoncé qu'ils avaient déjà 100 000 euros. C'est dire que... Et la souscription continue parce que ça va coûter quand même 10 fois plus cher. Elle continue. Ce sera donc un travail sur le plan financier qui associera... D'accord. Le fait même de voir ces documents mis aux enchères par Sotheby's vous a choqué? Ça choque cet homme qu'on appelait, et qui jusqu'à la fin de sa vie, il est resté l'incorruptible. C'est ce qui fait que tout gamin, j'ai appris ce nom et que je garde une grande affection pour ce grand personnage de l'histoire. Eh bien, malgré sa face noire. Bon, je sais pas, c'est pas une face noire, c'est une face tourmentée. Mais quand on regarde son rôle dans la Révolution, là, vous voyez, je prends des petits textes très courts. Le premier des droits, c'est celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là, voyez. Législateurs, vous n'avez rien fait pour la liberté si vos lois ne tentent pas à diminuer par des moyens doux et efficaces l'extrême inégalité des fortunes. Non, c'est un des plus grands législateurs, un des plus grands révolutionnaires de l'histoire de France. C'est pour ça qu'on pourrait les consulter, notamment, enfin les voir absolument à l'Assemblée nationale. Et puis alors c'est très important, vous l'avez noté tout à l'heure, c'est qu'elles deviennent des archives donc qu'on peut voir. Alors on nous dit, mais oui, mais on a fait des impressions. Oui, mais on a fait l'impression dans la forme définitive. Mais c'est Michaud qui dit que, comment dirais-je, la pensée, hein, elle n'existe qu'au bout d'un certain trajet. Et là, on va pouvoir faire le trajet. La genèse d'une pensée, et quelle pensée dont il était porteur. C'est une victoire politique que vous avez remportée, vous qui vous êtes engagé. Je ne sais pas si on doit dire politique, mais en tout cas, c'est une victoire, comment dirais-je, d'une mémoire qui a foré profond, que d'aucuns pensaient oublier. Et quand on pense que dans les donateurs, là, il y a des petits chèques de 10 euros de chômeurs, d'étudiants, il y en a de plus importants. Non, il y a là une présence mémorielle assez étonnante pour ceux qui disaient que c'était fini, et qui montre bien que quand on fait des actes humains dans l'histoire, l'histoire ne l'oublie jamais. J'ai encore une question pour vous, Jacques Ralite, vous qui êtes un homme de culture, vous êtes un passionné de théâtre, on va parler un mot de cinéma, ça n'est pas du cinéma, c'est le réalisateur danois Lars von Trier qui a dit aujourd'hui au Festival de Cannes, comprendre Hitler, même s'il n'était pas un brave type. Est-ce qu'il a apporté un démenti ensuite dans un communiqué pour dire je ne suis pas antisémite, je ne suis pas nazi, mais quand même ses propos tenus lors d'une conférence de presse? Le mot analyser la pensée d'Hitler, voir d'où elle vient, voir ce qui n'a pas été fait pour qu'elle se répande comme elle s'est répandue, ça c'est très important. C'était pas le propos, mais comprendre, du tout, là, pour dire, on peut comprendre ce qu'il a dit, et il est bien évident. Je sympathise un peu avec lui. Oui, ben non, moi je ne sympathise pas du tout avec lui. Je sympathise très fort avec Robespierre. Très bien. Merci Jacques Ralite d'avoir été avec nous ce soir. À 22h, Sonia Mabrouk, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir à tous et à demain. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique.